Tu ne comprends plus vraiment ces choses-là, maman. Laisse à nous faire. Il a prononcé cette phrase calmement, presque avec tendresse. Pas devant des inconnus. Pas dans un moment de colère, mais autour de la table familiale, un dimanche ordinaire, entre le café et le dessert. Personne n'a réagi, ni son épouse, ni sa sœur. Et moi non plus. J'ai simplement baissé les yeux, tout comme si ce qu'il venait de dire était raisonnable, comme si c'était normal. Pourtant, à cet instant précis, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Une certitude ancienne, longtemps refoulée, venait de remonter à la surface. Mon fils ne me parlait plus comme à une mère. Il me parlait comme à une personne devenue secondaire, tolérée, gérée. Il n'y avait pas de mépris affiché dans sa voix. C'était pire. Il y avait de l'assurance. Cette assurance tranquille de celui qui est persuadé d'avoir raison, parce qu'il pense savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Mon fils me sous-estimait. Non pas par cruauté, mais par habitude. Et cette habitude, je l'avais moi-même nourrie, année après année, à force de me taire. Il a continué à expliquer. Des chiffres, des démarches, des décisions, déjà prises. Il parlait vite, avec ce ton professionnel qu'il utilise au travail. J'écoutais, mais je ne comprenais plus très bien ce qu'il me proposait réellement. Pas parce que j'étais incapable de suivre, mais parce que tout était présenté comme déjà réglé. Mon avis n'était plus attendu, seulement mon acquiescement. Je me souviens avoir pensé, quand je cessais d'exister comme interlocutrice, pas comme mère aimante, comme personne capable de décider. Il a parlé de simplification, de sécurité, de bon sens. Il disait vouloir m'éviter des soucis. Me soulager. Ce mot revenait souvent. Te soulager. Comme si ma vie était devenue un poids qu'il fallait organiser à ma place. Je regardais ses mains sur la table, sûres, posées. Ces mains que j'avais tenues enfant pour lui apprendre à marcher. Et je me suis sentie soudain très vieille. Pas à cause de mon âge, à cause du regard qu'il posait sur moi. Ma belle fille souriait, approuvait doucement. Elle ajoutait parfois une phrase pour aller dans son sens, toujours avec politesse, toujours sans me regarder directement. Ma fille, elle, restait silencieuse. Je reconnaissais ce silence, celui qui évite peu conflit, celui que j'avais tant pratiqué moi-même. J'aurais pu parler, j'aurais pu dire que je comprenais très bien, que j'avais besoin de temps, que je voulais lire les documents, mais je ne l'ai pas fait, par fatigue, par habitude, par cette peur ancienne de déranger l'équilibre familial. Alors j'ai hoché la tête. Encore. C'est là que l'erreur s'est installée. Pas la mienne. La sienne. Mon fils a pris ce silence pour une preuve d'accord, pour une confirmation de faiblesse. Il a cru que j'étais déjà sortie du jeu, que mes années de sacrifice m'avaient vidé de toute capacité de résistance. Il ne voyait pas que ce silence n'était pas vide, il était plein de mémoire. Je suis rentrée chez moi ce soir avec un poids étrange sur la poitrine. Pas de colère. Pas encore. Une lucidité froide. Je repassais ces mots dans ma tête. Tu ne comprends plus. Laisse à nous faire. Ces phrases avaient un goût amer. Elles ne parlaient pas seulement de gestion ou d'organisation. Elles parlaient de pouvoir. Dans la cuisine silencieuse, j'ai posé mon sac, retiré mon manteau. J'ai regardé autour de moi. Cette maison, je l'avais bâtie. Pas seule, mais avec une énergie, une constance, une responsabilité que personne ne pouvait nier. Et pourtant, on venait de me faire comprendre que je n'étais plus considérée comme capable d'en décider le destin. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas à cause de la peur, à cause des souvenirs, des concessions. Des fois où j'avais accepté sans discuter, pensant bien faire. Des fois où j'avais laissé passer une phrase, une décision, une mise à l'écart légère. Tout cela revenait maintenant avec une clarté douloureuse. Je comprenais enfin que mon fils n'avait pas décidé de m'effacer en un jour. Il avait appris que c'était possible. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris une autre chose, tout aussi essentielle. Si je continuais à me taire, je disparaîtrais sans bruit. Ce soir, sans plan précis, sans colère spectaculaire, j'ai pris une décision intérieure. Une décision calme, grave, définitive. Mon fils m'avait sous-estimé. Et cette erreur n'allait pas rester sans conséquence. Les jours qui ont suivi ont pris une texture particulière, comme si le temps lui a même hésité. Rien n'avait changé extérieurement. Les messages continuaient, les habitudes aussi. Et pourtant, quelque chose s'était déplacé en moi.
Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans l'observation. Une observation lucide, presque clinique, de ce que j'avais longtemps accepté sans le nommer. Ah, je repensais à ma vie d'avant, à cette période où tout semblait simple parce que je n'avais pas encore appris à me mettre de côté. J'étais jeune quand j'ai eu mon fils. Je travaillais, j'organisais, je décidais, pas par autorité, mais par nécessité. J'étais celle qui savait où étaient les papiers, qui anticipait les dépenses, qui tenait la maison debout quand les imprévus arrivaient. Cette compétence-là ne s'est pas évaporée avec les années. Elle a seulement cessé d'être reconnue. Je me souvenais de mon mari, de notre façon de discuter, parfois de nous opposer, mais toujours en nous regardant d'égal à égal. Même dans les désaccords, il ne m'aurait jamais dit que je ne comprenais plus. Cette pensée me serrait le cœur. Non par nostalgie, mais par contraste. Je voyais désormais ce qui manquait dans la relation avec mon fils. La reconnaissance. J'avais donné sans compter. Pas seulement de l'argent ou du temps, mais une disponibilité constante. J'avais été là quand il en avait besoin, sans jamais lui rappeler le prix de cette présence. Promets-le, je pensais naïvement que cela créait un lien solide, respectueux. En réalité, cela avait parfois nourri une autre dynamique, celle où mon soutien devenait acquis, et ma parole optionnelle. Je me rendais compte que le basculement ne s'était pas fait brutalement. Il avait commencé par de petites choses. Des décisions prises sans moi, puis expliquées après coup. Des phrases comme « on a pensé que c'était mieux ainsi ». Des choix présentés comme techniques, donc indiscutables. À chaque fois, je m'étais dit que ce n'était pas grave. Que l'essentiel était ailleurs. Je n'avais pas vu que cet ailleurs se rapprochait dangereusement de moi. Je pensais aussi à ce que j'avais transmis à mon fils. L'idée que la compétence va avec l'assurance. Que celui qui parle le plus fort finit par décider. Je n'avais jamais voulu lui apprendre cela. Et pourtant, je reconnaissais aujourd'hui une part de ma responsabilité. En me taisant trop souvent, j'avais laissé croire que le silence équivaut à l'accord. C'était une erreur que je n'avais plus l'intention de répéter. Les souvenirs revenaient par fragments. Une discussion interrompue, une remarque sur ma fatigue, une plaisanterie sur ma mémoire. Rien de suffisamment violent pour provoquer une réaction immédiate. Tout était feutré, presque bienveillant. Mais l'effet cumulatif était là. Il m'avait lentement déplacé, du centre, vers la marge. Je me suis surprise à relire d'anciens carnets. J'y retrouvais des notes, des projets, des listes, des preuves discrètes de ma capacité à penser, à prévoir, à décider. Ces pages étaient comme un miroir, tendu à celle que j'étais devenue. Elles ne me reprochaient rien. Elles me rappelaient simplement qui j'avais été et qui j'étais encore. Un après-midi, mon fils m'a appelé. Il parlait de la suite, des démarches à venir, de ce qu'il faudrait mettre en place. Sa voix était toujours aussi assurée. Je l'écoutais sans l'interrompre, mais quelque chose avait changé. Je ne cherchais plus à comprendre pour me rassurer. J'écoutais pour repérer ce qui m'était retiré, et je l'entendais très clairement. Quand il a raccroché, je n'étais ni triste, ni en colère. J'étais déterminée. Cette détermination n'avait rien de spectaculaire. Elle était calme, presque silencieuse. Elle venait de cette évidence nouvelle. Ma vie n'était pas un dossier à transmettre. Elle m'appartenait encore. Je savais que cette prise de conscience n'était qu'une étape. Je n'avais encore rien fait, rien dit. Mais intérieurement, je m'étais replacée au centre. Et ce simple déplacement intérieur change tout. On ne revient pas facilement à l'effacement une fois qu'on a retrouvé cette composition. Je regardais désormais mon passé non comme une suite de sacrifices vains, mais comme une accumulation d'expériences. Et l'expérience, contrairement à ce que l'on croit, ne diminue pas avec l'âge. Elle s'affine. Elle apprend à reconnaître les mécanismes, les glissements, les abus feutrés. Je ne savais pas encore comment j'allais agir, ni quand. Mais je savais une chose essentielle. Je ne laisserai plus mon fils confondre mon amour avec une autorisation de décider à ma place. Cette confusion, je l'avais tolérée trop longtemps. Cette période de retour sur le passé n'était pas une nostalgie. C'était un inventaire. Et dans cet inventaire, je retrouvais intacte une capacité que l'on avait cru disparue. Celle de dire non, calmement, quand on vous sous-estime. Les premières petites humiliations n'ont pas pris la forme de reproches ouverts. Elles se sont glissées dans le quotidien, presque invisibles, toujours enveloppées de bonnes intentions. On ne me disait pas que je me trompais. On me laissait simplement hors du champ. On décidait, puis on m'informait.
Et quand je posais une question, on me répondait avec ce sourire patient que l'on réserve à quelqu'un dont on pense qu'il complique inutilement les choses. Alors, au début, c'était des détails. Un rendez-vous fixé sans me consulter, parce que ce serait plus simple ainsi. Un document déjà rempli, sur lequel il ne restait plus qu'à apposer une signature. On me disait que tout avait été pensé pour mon confort, que j'avais pas besoin de m'encombrer de ces décisions. J'acceptais. Par habitude. Par lassitude aussi. J'avais passé ma vie à porter. Je pensais mériter un peu de repos. Puis les remarques ont commencé. Des phrases lancées sur le ton de l'évidence. Tu sais, à ton âge, c'est normal de ne plus vouloir t'occuper de tout. Laisse à nous gérer. Ces mots-là ne criaient pas. Ils s'installaient. Ils suggéraient que mon retrait était naturel, presque souhaitable. Et moi, sans m'en rendre compte, je commençais à douter de mon droit à intervenir. Je me souviens d'un repas où l'on parlait de projets importants. J'écoutais attentivement, prête à donner mon avis, quand mon fils a résumé la situation à ma place. Il a expliqué ce que je voulais, ce qui me conviendrait, ce que je préférerais éviter. Je n'avais encore rien dit, et pourtant tout semblait décidé. J'ai tenté de corriger, doucement. Il m'a interrompu en disant que ce n'était pas important, que l'essentiel, c'était d'avancer. Ah ben, ce jour-là, j'ai ressenti une gêne profonde. Pas parce qu'on m'avait contredite, mais parce qu'on m'avait effacée avec une facilité déconcertante. Personne autour de la table n'a relevé. Ma belle-fille acquiesçait. Ma fille évitait mon regard. Et moi, encore une fois, je me suis tue. Ce silence-là n'était pas un choix. Il était devenu un réflexe. Les décisions se sont alors enchaînées plus vite. On me présentait des choix déjà cadrés, avec peu de marge. On parlait de bon sens, de sécurité, d'efficacité. Quand je demandais à lire attentivement, on soupirait légèrement. Pas d'agacement ouvert. Juste cette impatience polie qui vous fait comprendre que vous ralentissez le groupe. Alors, je lisais moins. Je posais moins de questions. Un jour, on m'a reproché d'être trop méfiante. Le mot m'a frappée. Moi, méfiante. J'avais accordé ma confiance toute ma vie. Parfois à tort. Mais dans leur bouche, méfiante signifiait autre chose. Cela voulait dire que je résistais, que je ne laissais plus faire sans comprendre. Cette accusation déguisée m'a blessée plus que je ne l'aurais cru. Elle plaçait le problème en moi, pas dans ce qu'on faisait à ma place. Je me suis surprise à préparer mes phrases à l'avance, à les adoucir, à me censurer. J'anticipais leurs réactions, leurs soupirs, leurs regards. Je me disais que ce n'était pas le bon moment, que j'allais encore attendre. Cette attente devenait une habitude. Et l'habitude, je le comprends aujourd'hui, est l'alliée la plus fidèle de l'effacement. Mais les humiliations devenaient plus subtiles. On oubliait de me transmettre une information importante. On corrigeait mes souvenirs. On plaisantait sur ma mémoire, toujours gentiment, n'essayant rien de suffisamment grave pour provoquer une confrontation. Tout était trop flou, trop diffus. Et pourtant, l'effet était réel. Je me sentais de plus en plus étrangère dans des décisions qui me concernaient directement. Ce qui me frappait le plus, c'était la cohérence de l'ensemble. Chaque petite mise à l'écart semblait anodine, mais mise bout à bout, elle formait un système. Un système où mon silence devenait une preuve d'accord, où mon âge justifiait qu'on parle à ma place, où mon amour maternel était utilisé comme une garantie de docilité. Je continuais à encaisser, persuadée que céder préserverait la paix. Mais cette paix-là me coûtait cher. Je rentrais chez moi avec une fatigue que le repos ne guérissait pas. Une fatigue morale, profonde, née du sentiment de n'être plus qu'un élément périphérique dans ma propre histoire. Un soir, en me regardant dans le miroir, j'ai eu un moment de lucidité brutale. Je ne me reconnaissais plus, pas physiquement, intérieurement. Je me suis demandé quand j'avais commencé à réduire mes pensées, à accepter qu'on parle pour moi, à croire que mon avis était devenu secondaire. Cette question m'a accompagnée longtemps, cette nuit-là. Je ne le savais pas encore, mais ces petites humiliations préparaient le terrain pour quelque chose de plus grave. Une limite allait être franchie. Une décision de trop. Et ce jour-là, je ne pourrais plus me contenter de me taire. Parce qu'il arrive un moment où l'amour ne suffit plus à justifier l'effacement. La goutte d'eau est arrivée un matin ordinaire, sans annonce, sans éclat. Je rangeais des papiers, ceux que l'on accumule au fil des années,
et que l'on remet toujours à plus tard. Je ne cherchais rien de précis. Je voulais simplement mettre de l'ordre. Et c'est là, au milieu de documents familiers, que j'ai trouvé celui qui ne l'était pas. Au premier regard, tout semblait normal. Un en à tête officielle, un vocabulaire juridique rassurant, des signatures bien alignées, puis mon nom. Placé là, comme une évidence. Trop évidente. J'ai relu lentement, ligne après ligne. Le texte parlait d'une délégation, d'une autorisation donnée pour gérer certaines décisions à ma place. Il évoquait la simplification, la protection, l'anticipation. Chaque mot semblait choisi pour apaiser, pour endormir la vigilance. Je me suis assise. Le cœur battait fort, mais ma tête était étrangement claire. Je savais que je n'avais jamais signé ce document. Je savais aussi que ce genre de papier ne se glisse pas par hasard dans un dossier. Il est le résultat d'une suite de choix, de discussions, de silences. Tout ce que j'avais accepté jusqu'à là venait soudain de prendre une forme concrète, écrite, presque irréversible. J'ai vérifié les dates. Elles correspondaient à ces périodes où l'on m'avait dit de ne pas m'inquiéter, où l'on m'avait assuré que tout était sous contrôle. J'ai reconnu certaines formulations, presque mot pour mot, celles que mon fils utilisait quand il me parlait de me soulager. Je comprenais maintenant ce que signifiait réellement ce soulagement, le retirer du jeu, sans me le dire, franchement. Ma première réaction n'a pas été la colère. C'était une sorte de vertige. Comme si je regardais enfin une scène que je pressentais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais voulu voir en entier. On ne m'avait pas demandé mon avis. On avait supposé mon accord. Mon silence avait été interprété comme une signature invisible. J'ai appelé mon fils. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai simplement demandé s'il connaissait ce document. Il a hésité. Puis il a répondu oui, bien sûr. Il a dit que ce n'était qu'une formalité, qu'il pensait m'en avoir parlé, qu'il avait agi pour mon bien. Sa voix était assurée, presque agacée par ce qu'il semblait considérer comme une inquiétude excessive. Je lui ai dit que je n'avais jamais donné cet accord, qu'une formalité de ce genre engageait des décisions graves. Un silence s'est installé au bout du fil. Pas un silence de surprise. Un silence de recalcul. Puis il a parlé de malentendu, de précipitation, de volonté de bien faire. Les mêmes mots, encore. Mais cette fois, il glissait sur moi. En raccrochant, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai posé le document sur la table et je l'ai regardé longtemps. Je comprenais enfin que ce qui m'arrivait n'était pas une suite d'erreurs maladroites. C'était une prise de pouvoir progressive, douce, habillée de bonnes intentions. On n'avait pas cherché à me faire du mal. On avait cherché à me rendre inutile. Je me suis rappelé toutes les fois où j'avais laissé passer une phrase, une décision, un soupir, impatient. Toutes ces concessions avaient préparé le terrain. Ce papier en était l'aboutissement logique. La preuve que mon effacement n'était plus seulement symbolique. Il était en train de devenir juridique. Cette nuit, je n'ai presque pas dormi. Pas par peur, mais par lucidité. Je revoyais les scènes, les discussions, les silences. Tout s'assemblait. Je ne cherchais plus à comprendre pourquoi ils avaient agi ainsi. Je cherchais à comprendre ce que moi, je devais faire maintenant. Au petit matin, j'ai pris un carnet. J'ai noté les dates, les échanges, les noms. J'ai commencé à classer, à séparer ce qui était clair de ce qui ne l'était pas. Ce geste simple m'a apporté un calme inattendu. Je n'étais plus dans la réaction. J'entrais dans l'action. Je savais que ce document changeait tout. Il marquait une frontière franchie sans mon consentement. Il m'obligeait à sortir définitivement du doute. Ce n'était plus une question de susceptibilité ou de confiance blessée. C'était une question de droit. À cet instant précis, j'ai cessé de me demander si je n'exagérais pas. J'ai cessé de chercher des excuses. Quelqu'un avait parlé en mon nom, noir sur blanc, sans mon accord. Et cela, je ne pouvais plus l'accepter, ni comme mère, ni comme femme, ni comme personne. Ce jour-là, sans éclat, sans déclaration solennelle, j'ai compris une chose essentielle. Mon fils m'avait sous-estimé. Et cette erreur venait de devenir fatale. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été longues, mais étrangement silencieuses. Pas le silence lourd de l'angoisse, plutôt celui d'une pensée qui travaille sans relâche. Je ne tournais plus en rond.
Je n'imaginais plus 1000 scénarios contradictoires. Tout s'ordonnait avec une clarté presque douloureuse. Le document, les phrases de mon fils, les petites humiliations passées, rien n'était isolé. Tout faisait système. Je me suis surprise à ne plus chercher d'excuses pour lui. Pendant des années, j'avais eu ce réflexe maternel. Expliquer, relativiser, protéger. Il est fatigué. Il veut bien faire. Il ne se rend pas compte. Cette fois, ses pensées ne venaient plus, non pas par dureté, mais parce qu'elles ne tenaient plus face aux faits. On peut se tromper une fois. On peut mal formuler une intention. Mais on ne signe pas à la place de quelqu'un par inadvertence. Je me suis interrogée sur ce que je ressentais vraiment. Était-ce de la colère? Pas exactement. De la tristesse? Oui, mais pas seulement. C'était surtout une forme de désillusion calme. Celle qui arrive quand on comprend que le lien que l'on croyait fondé sur le respect s'est déplacé vers autre chose. Une relation où l'on décide pour vous, tout en continuant à vous appeler maman. Je pensais beaucoup à ma responsabilité, pas pour me condamner, mais pour comprendre. J'avais appris à mon fils à être sûr de lui, à ne pas douter excessivement, à prendre des décisions. J'avais valorisé son assurance, parfois, au détriment de l'écoute. En me taisant trop souvent, j'avais laissé croire que l'assurance donne tous les droits. Ce constat était amer, mais nécessaire. Il ne s'agissait pas de me punir, mais de ne plus répéter la même erreur. J'ai commencé à écrire, pas pour raconter l'histoire à quelqu'un d'autre, mais pour me la raconter à moi-même. J'ai noté les dates, les mots exacts employés, les moments où j'avais ressenti un malaise sans l'exprimer. J'ai noté aussi ce que je voulais désormais préserver. Ma capacité à décider. Mon nom, ma signature, mon droit de dire oui ou non sans justification interminable. Il y a eu des moments de doute, bien sûr. Des instants où je me demandais si aller plus loin n'allait pas briser définitivement quelque chose. Si je n'allais pas perdre mon fils en cherchant à me protéger. Cette pensée me serrait le cœur. Mais une autre, plus ferme, revenait toujours. Se taire m'avait déjà fait perdre une partie de moi. Et personne ne semblait s'en être inquiété. Ma fille m'a appelé un soir. Elle avait entendu parler du document. Sa voix tremblait légèrement. Elle disait ne pas comprendre comment les choses avaient pu aller si loin. Je l'ai écoutée longuement. Je n'ai pas cherché à la convaincre de quoi que ce soit. Je lui ai simplement dit que je voulais reprendre le temps de comprendre et de décider par moi-même. Moi, elle a soufflé, comme soulagée. Ce souffle m'a confirmé que mon silence passé n'avait pas protégé que moi. Il avait pesé sur elle aussi. Je me rendais compte que cette étape n'était pas encore celle de l'action visible. C'était un seuil intérieur. Celui où l'on cesse de négocier avec sa propre intuition. J'avais longtemps mis cette intuition de côté, au nom de l'harmonie familiale. Aujourd'hui, elle revenait, non pas sous forme de peur, mais de certitude tranquille. Je me suis informée, discrètement. J'ai lu, comparé, cherché à comprendre ce que la loi disait réellement. Pas ce qu'on m'avait expliqué de manière vague, mais ce qui était écrit noir sur blanc. J'ai découvert que beaucoup de choses présentées comme inévitables ne l'étaient pas du tout. Que le consentement ne se suppose jamais. Qu'il se prouve. Cette découverte a agi comme un apaisement profond. Je n'étais pas dans l'excès. J'étais dans mon droit. Chaque information nouvelle renforçait ma détermination. Je ne pensais plus en termes de conflit, mais de protection. Protéger ce qui m'appartenait. Protéger ma capacité à choisir. Je ne préparais pas une revanche. Je préparais une reprise de place. Un matin, en refermant mon carnet, j'ai senti une bascule nette. Je n'attendais plus que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Je n'espérais plus une prise de conscience spontanée de mon fils. J'avais compris que l'erreur fatale n'était pas seulement de m'avoir sous-estimé. C'était de croire que je resterais immobile une fois la vérité révélée. Cette introspection n'a pas effacé la douleur. Elle l'a transformée en décision. Et cette décision, calme et déterminée, me conduisait désormais vers l'étape suivante. La décision d'agir s'est imposée sans éclat, presque avec évidence. Après cette longue introspection, je savais que réfléchir davantage ne ferait que m'enfermer dans une attente inutile. Il ne s'agissait plus de comprendre ce qui s'était passé, cela, je l'avais fait. Il s'agissait désormais de sécuriser, de rendre impossible ce qui avait été tenté.
Pas par colère. Par nécessité. Je n'ai prévenu personne, ni mon fils, ni ma fille, ni qui que ce soit de la famille. Ce silence-là n'était pas une dissimulation coupable. C'était une protection. J'avais compris que, dans ce type de situation, expliquer trop tôt revient souvent à s'exposer à la pression, aux tentatives de persuasion, aux appels à l'émotion. Je voulais avancer librement, sans que mes décisions soient parasitées par les affects des autres. Le premier rendez-vous a été un moment décisif. J'y suis allée avec un dossier préparé avec soin. Le document que j'avais découvert, les échanges écrits, les dates, les contextes. Je n'ai rien enjolivé, je n'ai rien dramatisé, j'ai exposé les faits tels qu'ils étaient. Cette sobriété m'a étonnée moi-même. Je ne cherchais plus à être comprise affectivement. Oui, je voulais être entendue, juridiquement. On m'a écouté attentivement. On ne m'a pas interrompu. On ne m'a pas dit que j'exagérais. On m'a posé des questions précises, parfois techniques, qui m'obligeaient à revenir aux faits. J'ai appris que ce que j'avais ressenti comme une dépossession douce avait une traduction juridique claire. Que parler en mon nom sans mandat valable n'est pas une maladresse. C'est une atteinte. Cette confirmation m'a apporté un calme profond. On m'a expliqué ce que je pouvais faire, ce qui devait être clarifié, ce qui devait être bloqué immédiatement. J'ai compris que certaines démarches, présentées comme de simples formalités, avaient en réalité des conséquences lourdes. Et surtout, j'ai compris que rien n'était encore irréversible. Contrairement à ce que mon fils laissait entendre, tout n'était pas joué. Cette révélation m'a redonné une sensation de maîtrise que je croyais perdue. À partir de là, la préparation est devenue méthodique. J'ai fait vérifier chaque document. J'en ai fait établir de nouveaux. J'ai veillé à ce que tout soit formulé sans ambiguïté, daté, signé en pleine conscience. J'ai ouvert un compte distinct, non par défiance, mais pour établir une frontière claire. Ce geste simple m'a procuré une sécurité inattendue. Je savais désormais où j'en étais. Et surtout, je savais que personne ne pourrait agir à ma place sans que je le sache. Je découvrais une relation nouvelle avec la rigueur. Chaque clause ajustée, chaque phrase reformulée était comme un rééquilibrage. La loi, que j'avais longtemps perçue comme froide et lointaine, devenait un allié discret. Elle ne prenait pas parti. Elle posait des limites. Et ces limites me protégeaient, sans m'exiger de me justifier. Pendant ce temps, mon fils continuait à parler de la suite, des délais, des choses à finaliser. Son ton était toujours assuré, mais je percevais une nuance nouvelle, une impatience contenue. Il sentait que quelque chose lui échappait, sans encore comprendre quoi. Je répondais peu, toujours calmement. Je différais. Je disais que je prenais conseil. Ces mots simples avaient un pouvoir que je n'imaginais pas. Ils faisaient tomber l'évidence qu'il croyait acquise. Je n'ai rien signé dans l'urgence. Rien validé sous pression. Chaque tentative de précipitation trouvait une réponse neutre. Ce n'était pas un refus frontal. C'était une suspension. Et cette suspension changeait tout. Elle déplaçait le rapport de force sans affrontement direct. Il y a eu des moments de fatigue. La concentration, la précision, la vigilance demandent de l'énergie. Mais cette fatigue n'était pas celle de l'effacement. Oh là, Elle était saine. Elle venait de l'affirmation. Je me sentais parfois lasse, mais jamais diminuée. Au contraire. Chaque démarche accomplie renforçait ma solidité intérieure. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai rangé les nouveaux documents dans un classeur dédié. Je l'ai ouvert, refermé, puis rouvert encore. Tout était clair, tout était à sa place. J'ai ressenti une forme de paix inattendue. Rien n'était encore visible à l'extérieur, mais l'essentiel était fait. Le terrain avait changé. Je savais que le moment viendrait où mes actes seraient découverts. Qu'il y aurait des réactions, des reproches, peut-être des tentatives de pression plus ouvertes. Mais je savais aussi que, désormais, je ne serais plus seule face aux mots. Les actes parleraient, pour moi. Cette préparation n'était pas une vengeance. C'était une reconquête. Silencieuse, légale et, désormais, irréversible. Le moment de la confrontation n'a pas été celui que j'avais imaginé autrefois. Il n'y a pas eu d'éclat de voix, ni de révélation théâtrale. Tout s'est joué dans une atmosphère presque ordinaire, comme si chacun croyait encore que rien d'essentiel n'allait se dire. Et c'est précisément cette banalité qui a rendu le basculement irréversible. Mon fils a parlé en premier. Il évoquait les prochaines étapes, les décisions à entériner,
les délais à respecter. Sa voix était posée, professionnelle. Il parlait comme on parle à quelqu'un qui doit suivre, pas décider. Je l'ai laissé aller au bout. J'avais appris que l'assurance s'épuise souvent d'elle à même quand elle n'est plus soutenue par l'évidence. Quand il s'est arrêté, j'ai sorti le dossier. Lentement, sans effet. J'ai posé les documents sur la table, bien alignés. Ceux que j'avais découverts, ceux que j'avais fait revoir, ceux que j'avais fait établir. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas expliqué longuement. J'ai dit que certaines démarches n'étaient pas valables sans mon consentement explicite, que d'autres avaient été suspendues, et que désormais, toute décision me concernant devait se faire dans un cadre clair et légal. Il a d'abord cru à un malentendu. Il a souri, comme pour apaiser. Il a parlé de bonne intention, de volonté de m'aider, de protection. Je l'ai regardé sans colère, et je lui ai répondu que l'aide n'autorise pas à décider, à la place de quelqu'un, que la protection n'efface pas la nécessité du consentement. Mes mots étaient simples. Il ne cherchait pas à convaincre. Il posait une limite. Le ton a changé. L'assurance a laissé place à l'irritation. Il a parlé de défiance, d'ingratitude même. Il a dit que je compliquais inutilement les choses, qu'il aurait préféré que l'on règle cela en famille. Il a parlé, j'ai attendu qu'il termine. Puis j'ai répondu que ce qui complique vraiment, c'est de croire que la famille dispense du respect des règles, que le lien filial n'est pas un mandat. Il a alors tenté une autre approche, plus douce. Il parlait de compromis, de réajustement possible, de temps à se donner. J'ai acquiescé. Je n'étais pas opposé au dialogue. Mais j'ai précisé que certaines lignes ne se renégocient pas une fois franchises, que la discussion ne peut être équilibrée que si chacun est reconnu comme sujet à part entière. Ma fille était présente. Elle n'avait pas parlé jusqu'à là. Je sentais sa tension, son hésitation. Puis, à un moment précis, elle a pris la parole. Elle a demandé pourquoi ce document existait, pourquoi elle n'en avait jamais entendu parler clairement. Sa voix tremblait légèrement, mais elle parlait. Et cette parole-là a déplacé l'équilibre de la pièce. Mon fils a voulu répondre pour elle. Je l'ai interrompu doucement. J'ai dit que cette fois, elle parlait pour elle-même. Ce geste, simple en apparence, a eu un effet inattendu. Il a compris que le récit unique qu'il portait ne suffisait plus, que les choses ne se jouaient plus seulement entre lui et moi. Les documents ont alors pris toute leur place. Les dates, les signatures, les absences de signatures, les formulations ambiguës. Face à ces éléments, les intentions proclamées perdaient leur force. On ne pouvait plus invoquer la bonne foi sans expliquer pourquoi la transparence avait manqué. Le piège se refermait sans ruse, par la simple exposition des faits. Il y a eu un silence, long, dense. Personne ne cherchait à le combler. Chacun mesurait ce qui venait d'être révélé. Je ne ressentais ni triomphe ni colère. Seulement une stabilité nouvelle. Je n'étais plus en train de me défendre. Je constatais. Et cette posture enlève à l'autre la possibilité de vous faire passer pour excessive ou émotive. Il a parlé de prendre du recul, de réfléchir, de revoir certaines choses. J'ai accepté. Ce recul ne me faisait plus peur. Le cadre était posé. Les démarches étaient engagées. Ce qui devait être protégé l'était déjà. Le temps ne jouait plus contre moi. En quittant la pièce, je n'ai pas cherché son regard. Je savais que les réactions viendraient plus tard. Reproches, tentatives de retournement, peut-être colère. Mais je savais aussi qu'elles arriveraient trop tard. L'erreur fatale avait été commise bien avant, le jour où il avait cru que je resterais immobile. Sur le chemin du retour, je me suis sentie étonnamment légère. Rien n'était encore réglé. Les conséquences allaient suivre. Mais l'essentiel était fait. Je n'étais plus une variable d'ajustement dans ma propre histoire. Ce jour, sans éclat, sans victoire affichée, j'ai compris une chose essentielle. Quand on cesse de se justifier et que l'on laisse les actes parler, les masques tombent d'eux à même. Et ce qui reste, enfin, c'est la vérité. L'après n'a pas été une explosion. Il n'y a pas eu de cri, ni de rupture immédiate. L'éclatement s'est fait lentement, presque silencieusement, comme une fissure qui progresse sous une surface encore intacte. Les jours suivants, les échanges sont devenus rares, prudents, vidés de leur spontanéité. On parlait du temps qu'il fallait laisser passer, de la nécessité de calmer les choses. Personne ne nommait ce qui venait réellement de se produire,
mais tout le monde en ressentait les effets. Dans la famille, les positions ont commencé à se déplacer. Certains ont pris leur distance sans explication, comme s'ils espéraient que le silence effacerait l'inconfort. D'autres ont tenté de comprendre, discrètement, par des questions indirectes, des appels maladroits. Ils parlaient de malentendus, d'excès, d'émotions, de choses dites trop vite. Je reconnaissais ces tentatives pour ce qu'elles étaient, une manière de préserver l'image sans affronter le fond. Mon fils, lui, oscillait entre deux attitudes. Par moments, il se montrait conciliant, presque affectueux, comme s'il espérait que la douceur ramènerait l'ancien équilibre. À d'autres moments, il devenait distant, sec, évoquant la fatigue, la déception, le besoin de prendre du recul. Cette alternance révélait une chose essentielle. Il ne maîtrisait plus le récit. Ce qui s'était joué ne pouvait plus être réduit à un caprice ou à une incompréhension passagère. Ma fille traversait cette période avec une gravité nouvelle. Elle ne cherchait plus à apaiser à tout prix, ni à réparer ce qui s'était fissuré. Elle observait. Elle écoutait. Et surtout, elle se mettait à relire le passé autrement. Des phrases revenaient, dites autrefois sans importance, et prenaient maintenant une couleur différente. Des décisions présentées comme évidentes, des silences acceptés trop vite. Alors, ce travail de mémoire se faisait sans bruit, mais il était implacable. Je me suis tenue en retrait, non par indifférence, mais par lucidité. J'avais compris que ma présence constante risquait de servir de point de fixation, de transformer une remise en question structurelle en conflit personnel. Or, il ne s'agissait pas de moi contre mon fils. Il s'agissait d'un système qui avait fonctionné tant que je m'étais tue. Ce système venait de perdre son pilier principal, mon effacement. Il y a eu des tensions plus visibles, des reproches à peine voilés. On m'accusait d'avoir compliqué les choses, d'avoir été trop loin, de ne pas avoir pensé aux conséquences. Ces mots à l'âme atteignaient moins qu'avant. Je voyais désormais qu'il n'était pas une analyse, mais une réaction à la perte de contrôle. On regrette rarement le silence pour ce qu'il protège. On le regrette pour le confort qu'il procure à ceux qui décident. Les repas familiaux sont devenus rares. Quand ils avaient lieu, ils étaient plus courts, plus formels. On évitait certains sujets. On changeait de conversation dès qu'un malaise apparaissait. L'éclatement familial n'avait rien de spectaculaire. Il se manifestait par des absences, des reports, des invitations qui ne venaient plus, par des liens qui se distendaient sans fracas, comme s'ils n'avaient jamais été aussi solides qu'on le croyait. Je regardais cette désagrégation avec un mélange de tristesse et de clarté. Tristesse pour ce qui n'avait jamais vraiment existé. Clarté sur ce qui ne pouvait plus continuer ainsi. J'avais compris que certaines structures tiennent uniquement parce que quelqu'un accepte de porter le poids du silence. Une fois ce poids déposé, l'édifice révèle sa fragilité. Ma fille m'a confié un soir qu'elle se sentait épuisée, mais différemment. Ce n'était plus la fatigue de céder, de s'adapter sans cesse. C'était celle de rester droite après s'être longtemps pliée. Elle doutait encore, se demandait si tout cela en valait la peine. Je ne lui ai pas répondu. Certaines questions ont besoin de rester ouvertes pour que la réponse naisse sans pression. Mais peu à peu, une nouvelle configuration a commencé à émerger. Moins large, plus fragile, peut-être, mais plus honnête. Les relations qui résistaient étaient celles qui supportaient la clarté. Les autres s'éloignaient, parfois sans un mot. J'acceptais cette réalité sans chercher à la corriger. On ne reconstruit pas une famille sur un mensonge révélé. On accepte ce qui peut encore être vrai. Je savais que le plus difficile n'était pas encore entièrement derrière nous. Les conséquences se prolongeraient. Les blessures mettraient du temps à cicatriser. Mais une chose était désormais acquise. L'illusion de l'unité fondée sur la sous-estimation avait disparu. Elle ne pouvait plus exiger mon silence pour survivre. Ce qui s'effondrait n'était pas un lien sain. C'était une façade. Et dans les débris laissés par cette façade, commençait à apparaître quelque chose de plus rude, mais infiniment plus réel. Le temps a repris une autre cadence, moins heurtée, plus attentive. Après l'éclatement silencieux, il laissait place à quelque chose de fragile, mais possible. La reconstruction. Pas celle que l'on annonce à voix haute, pleine de bonnes intentions. Une reconstruction intérieure, discrète, qui commence par de petits gestes et des décisions modestes. Ma fille a été la première à modifier concrètement sa manière de vivre. Elle n'a pas parlé de rupture, ni de séparation définitive. Elle a simplement pris de la distance.
Un pas de côté, disait à elle. Un espace pour respirer. Elle a trouvé un petit appartement, provisoire, insistait à elle. Comme si ce mot la rassurait. Quand je l'ai aidée à installer quelques affaires, j'ai compris que ce lieu représentait bien plus qu'un toit. C'était un endroit où personne ne parlait à sa place. Je l'ai accompagnée sans diriger. J'ai porté des cartons, monté une étagère, préparé du thé, sur une table encore bancale. Je faisais attention à chaque geste, à chaque mot. J'avais appris que même l'aide peut devenir une pression si elle n'est pas demandée. Cette retenue était nouvelle pour moi. Elle me demandait un effort, mais elle me semblait juste. Elle lui laissait l'espace nécessaire pour se retrouver. Elle parlait souvent de fatigue, pas la fatigue d'avant, celle qui pousse à céder pour que tout se calme, une autre fatigue. Celle qui suit le redressement. Elle doutait encore. Elle se demandait si elle n'avait pas exagéré, nouveau, si tout cela valait vraiment ces tensions, ces silences. Je l'écoutais sans la contredire. Je savais que ces questions faisaient partie du chemin. Les empêcher serait une autre forme de contrôle. De son côté, mon fils tentait de maintenir un lien. Ses messages étaient polis, mesurés, presque administratifs. Il parlait de discussions futures, de nécessité d'apaiser, de volonté de reconstruire. Je lisais parfois. Je répondais peu. Ce silence n'était plus subi, il était choisi. Et ce choix-là changeait tout. Il ne fermait pas la porte, mais il empêchait que l'on s'y engouffre sans y être invité. Quant à moi, je découvrais une nouvelle manière d'habiter ma propre vie. Les démarches entreprises avaient produit leurs effets. Les choses étaient désormais claires, posées, sécurisées. Je n'avais plus à anticiper chaque phrase, chaque tentative de glissement. Cette stabilité nouvelle libérait une part de moi que je croyais perdue. Je marchais longtemps, sans but précis. Je lisais le matin, sans surveiller l'heure. Je goûtais à un calme qui ne dépendait plus de l'approbation des autres. Je savais que certains, dans la famille élargie, me regardaient désormais autrement. On me trouvait dure, excessive, responsable de ce qui s'était fissuré. Ces jugements me touchaient moins qu'avant. Ils arrivaient dans un espace où j'avais cessé de me justifier. J'avais compris que poser des limites claires implique presque toujours de décevoir ceux qui profitaient de leur flou. Un soir, ma fille m'a montré un ancien échange, retrouvé par hasard. Une décision annoncée comme évidente, prise pour elle, présentée comme un soulagement. À l'époque, elle avait accepté sans disputer. Aujourd'hui, ce souvenir lui faisait peur. Elle comprenait le prix qu'elle avait payé pour cette facilité apparente. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement constaté. Et cette lucidité-là valait toutes les promesses. Je n'ai rien ajouté. J'avais compris que le plus précieux que je pouvais lui offrir n'était pas une analyse, mais un exemple. Celui d'une femme qui a cessé de se taire sans devenir dure, qui a posé des limites sans écraser, qui a choisi la clarté sans haine. Cette cohérence silencieuse parlait plus fort que n'importe quel discours. Les jours passaient, simples. Il y avait encore des moments de tristesse, des retours en arrière, des élans de culpabilité. Mais une chose ne revenait plus. La peur de déranger. Ma fille commençait à dire non sans longue justification, à demander du temps sans s'excuser. Ses gestes semblaient modestes. Ils étaient immenses. De mon côté, je ressentais une gratitude discrète envers moi à même. Pas une fierté tapageuse. Une reconnaissance calme. J'avais agi quand il le fallait. Pas trop tôt, pas trop tard. J'avais accepté de perdre certaines illusions pour préserver l'essentiel. Cette reconnaissance me donnait une solidité nouvelle, presque sereine. Je savais que l'avenir restait incertain. Rien n'était figé. Il y aurait encore des conversations difficiles, des ajustements, peut-être des renoncements. Mais je savais aussi que la base avait changé. Nous n'avancions plus sur un sol mouvant bâti sur l'assaut à estimation et le silence. Nous avancions sur quelque chose de plus rugueux, peut-être, mais de vrai. En regardant cette nouvelle vie s'installer, encore fragile mais sincère, j'ai compris que la mienne aussi avait changé de visage. Je n'étais plus dans la réparation permanente. J'étais dans la présence. Une présence droite, calme, qui n'exige rien, mais qui n'accepte plus l'effacement. Chacun reprenait sa place. Et cette fois, aucune n'était prise au détriment de l'autre. Il y a des matins où l'on se réveille sans urgence. Pas parce que tout est réglé, mais parce que l'on n'est plus en fuite. Ces matins-là ont une lumière particulière.
ni éclatante, ni sombre, juste stable. C'est dans cette lumière que j'ai commencé à regarder mon passé sans colère, mais sans indulgence non plus. Je repensais à cette femme que j'avais été pendant tant d'années. Forte, mais discrète. Présente, mais effacée. J'avais cru que l'amour se mesurait à la capacité d'endurer, d'absorber, de taire. Je comprends aujourd'hui que cette croyance m'a protégée un temps, puis m'a exposée. On ne peut pas bâtir une relation durable sur le renoncement d'une seule personne. Booz, ce n'est pas de l'unité, c'est une asymétrie. Je ne cherchais plus à refaire l'histoire. Je la regardais en face, avec ses zones d'ombre et ses moments de lumière. J'acceptais ma part de naïveté, mon désir de préserver à tout prix. J'acceptais aussi le courage tardif qui m'avait conduite à agir. Il n'était pas héroïque. Il était nécessaire. Et cela suffisait. Mon fils a fini par demander à me voir, pas pour régler quoi que ce soit de précis. Pour parler, disait Aïl. J'ai accepté. Nous nous sommes assis dans un café, à distance l'un de l'autre, comme deux adultes qui apprennent à se connaître autrement. Il parlait avec prudence. Il reconnaissait des maladresses, sans aller jusqu'au fond. Je ne l'ai pas poussé. Je savais que certaines prises de conscience ne peuvent pas être accélérées sans se transformer en défense. Je lui ai dit une chose, calmement. Que je ne cherchais ni réparation ni victoire. Que je voulais simplement que ce qui me concerne soit décidé avec moi, ou pas du tout. Que mon silence d'hier ne devait plus servir de référence. Il a hoché la tête. Je ne sais pas ce qu'il a réellement compris ce jour-là. Mais j'ai vu dans son regard quelque chose de nouveau. L'absence de certitude. Avec ma fille, les échanges se faisaient plus fluides. Pas toujours faciles, mais honnêtes. Nous parlions de choix, de fatigue, de liberté. Je ne lui donnais pas de conseils. Je partageais parfois un souvenir, une sensation. Elle prenait ce qui lui parlait, laissait le reste. Cette circulation respectueuse était nouvelle pour nous deux. Elle réparait sans effacer. Quant à moi, je me découvrais une forme de paix que je n'avais jamais connue. Pas la paix fragile qui dépend de l'approbation des autres. Une paix intérieure, construite sur des limites claires. Je savais ce que j'acceptais. Je savais ce que je refusais. Et surtout, je savais que je n'avais plus à me justifier, indéfiniment pour l'un ou l'autre. Il m'arrivait encore de ressentir une pointe de mélancolie. Pour ce que j'avais espéré. Pour la famille telle que je l'avais imaginée. Cette mélancolie ne me paralysait plus. Elle passait, comme passent les vagues quand on cesse de lutter contre elles. J'avais compris que toute victoire a un prix, et que ce prix-là était acceptable. Un soir, seul chez moi, j'ai ouvert le classeur où tout avait commencé. Les documents étaient toujours là, bien rangés. Ils ne me faisaient plus peur. Ils n'étaient plus des menaces, mais des repères. Je les ai refermés doucement. Je n'en avais plus besoin au quotidien. Leur existence suffisait. Je me suis assise près de la fenêtre. La ville était calme. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se taisent trop longtemps. Par amour, par peur, par habitude. À celles qui doutent de leur légitimité dès qu'elles vieillissent. À celles à qui l'on parle doucement pour mieux décider sans elles. J'aurais voulu leur dire que le réveil peut être tardif, mais qu'il n'est jamais inutile. Je n'avais pas gagné contre quelqu'un. J'avais cessé de perdre contre moi-même. Et dans ce silence retrouvé, choisi, assumé, j'ai compris enfin que le silence peut aussi être une forme de justice,